Smart City, c'est clairement lié à ce qu'on appelle les smart grids. C'est des réseaux de tout d'ailleurs, des réseaux de gens, des réseaux de transport, des réseaux d'eau. Et l'important, c'est que tous ces réseaux soient le mieux interconnectés et surtout soient le mieux dimensionnés. Et pour ça, on a besoin d'avoir le maximum d'informations pour justement créer la ville de demain la plus optimisée possible. Du fait de mon activité professionnelle, ça m'évoque les données, la valorisation des données, et donc mettre la donnée au service de l'urbanisme. À terme, en fait, l'objectif de tout ça, ça va être de créer une ville où on se sente mieux, avec un meilleur impact écologique, environnemental. Alors Smart City Toulouse, j'avais le sentiment quand même que on cédait à un effet de mode. Est-ce que parce que ça devient smart maintenant parce qu'on a mis des technologies, ça impliquerait que c'était stupide avant? Et quand on connaît l'histoire de la ville, on sait qu'il y a énormément d'intelligences qui ont été développées depuis l'Antiquité au moins. Donc c'est pour ça que je trouve très dommage que dans la capitale d'Occitanie aujourd'hui, on ait choisi Open Métropole et Smart City. Alors c'est pas une critique sur le fond, c'est une critique sur la forme qui renvoie à la fois à un modèle, on va dire, très fantasmé, celui des acteurs de la Silicon Valley. Le numérique, c'est un moyen pour le bien vivre. Voilà, c'est pas un but en soi. Même si je suis un chercheur en informatique, en IA, non. Quand je pense à la Smart City, c'est la ville pour les citoyens, pour ceux qui y vivent, pas pour moi, pas pour mes ordinateurs, quoi. Voilà. La ville intelligente est pour nous, DGALN, au service de la lutte contre le changement climatique. Tout ça en mettant bien sûr le numérique au service des citoyens et des usagers de la ville. La Smart City va aussi chercher à résoudre des problèmes écologiques et doit s'intéresser très fortement à la transition énergétique et au cycle court. Pour moi, Smart est beaucoup plus tourné vers le vivant. Et le vivant est smart. Technologie, pas obligatoirement. Le vivant est extrêmement connecté, traite énormément d'informations et il le fait avec des ressources locales et tout ça avec un super ancrage territorial résilient. La technologie doit toujours disparaître. C'est comme la mayonnaise, ça ne sert à rien de savoir comment ça fait. Smart City, ça m'évoque surtout la capacité d'écouter et de travailler avec les citoyens. Et avec cette capacité à emmagasiner des savoir-faire pour le redonner aux citoyens. Donc une ville connectée, c'est aussi une ville qui s'adresse en direct aux citoyens pour répondre à ses besoins et qui répond à ces besoins-là avec un maximum de sobriété et un maximum d'efficacité. Et ça, c'est particulièrement intéressant à voir à Toulouse, avec en plus une logique de concertation, une logique de co-construction par rapport peut-être à d'autres villes où la démarche a été, excusez-moi l'anglicisme, un peu top-down. Ça a été une approche assez novatrice puisqu'elle a sorti en fait les interventions des différents silos dans lesquels ils se trouvaient pour centrer l'intervention d'abord sur l'usager final. It's all about having the citizen in the center. In focus, and I think people expect to be involved in policy making and how we develop the city, not only every fourth year with the election. Donc pour moi, les Smart Cities, c'est une question de citizens, la participation citoyenne, la co-construction de ces politiques, et on partage une feuille de route, on partage une vision. Toulouse, l'Open Métropole, c'est peut-être plus précisément une liste de points tirés vers l'open data, bien sûr, s'ouvrir vers les autres, une dimension internationale également, où Toulouse arrive dans un écosystème un peu plus important.
et puis également tout ce qui est autour de bien vivre dans sa ville, voilà. Dans cette notion d'open métropole, il y a aussi cette notion de partage de données accessibles à tous pour créer de nouveaux services, et ça de manière contrôlée, pas au sens Big Brother du terme, mais où la métropole garde quelque part un peu le contrôle des infrastructures, des usages qui en sont faits. Pour moi, open, c'est une invitation. C'est pas des frontières fixes. Donc, de voir les informations et les données comme un bien commun, pas comme une information privilégiée à retenir. La question de l'ouverture des données, ce qu'on vit aujourd'hui montre qu'il est urgent de travailler sur cette notion. Ça pose aussi la question de la confiance, ça pose la question de l'éthique, ça pose la question de l'appropriation des données. Ouvrir des données sans documentation, ça sert à rien. Il n'y a que les experts qui peuvent l'utiliser, c'est les grandes entreprises. Qui veut dire données ouvertes, veut dire émancipation des personnes. Donc éducation populaire à qu'est-ce que c'est que la donnée. C'est vraiment la montée en puissance de l'autonomie et surtout de l'auto-organisation, donner aux gens beaucoup de marge de manœuvre pour qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier les outils à leur disposition, s'approprier les façons de faire ville, de fabriquer leur propre ville. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la manière dont les villes seront en capacité d'accueillir sans avoir à trier dans ces populations. Donc c'est la dimension de l'hospitalité. Ça m'évoque aussi la capacité qu'on a à avoir des gens qui viennent d'Allemagne, qui viennent des Pays-Bas, qui viennent des Pays Basques, qui viennent d'Afrique, qui viennent du Moyen-Orient, parce que c'est une ville ouverte. C'est la ville de Lugaro, c'est la ville qui fait rêver. Pour moi, c'est ça, une ville très mixte, très multiple, très ouverte sur toutes les catégories de population. Et si il devait y avoir un intérêt à cette crise, c'est ça, voir qu'on a des voisins utiles, des voisins avec qui on peut co-construire. Je pense qu'on ne peut pas être une ville intelligente si on est replié sur soi. Il faut absolument intégrer les territoires ruraux qui sont tout autour de nous. On a besoin de ces territoires pour être intelligent. Et ils ont besoin aussi de nous pour l'être. Je crois qu'on va s'apercevoir de plus en plus que les complémentarités territoriales sont extrêmement importantes. Et que gérer cette relation, c'est une nécessité qui va nous obliger à réfléchir autrement la relation de service entre la métropole et les territoires et entre les territoires et la métropole. C'est-à-dire qu'on n'est pas métropole tout seul, on est métropole avec un hinterland, avec une région, avec des acteurs de toute nature. Toulouse et la municipalité a développé beaucoup d'actions circuits courts sur l'alimentation et je trouve que ça, c'est vraiment l'idée de l'open métropole. L'open métropole pour moi, c'est tout ce qui nous permet de mieux découvrir nos ressources pour pouvoir optimiser. C'est pas tellement le fait d'aller plus vite ou aller plus loin, mais de réutiliser mieux ce qui déjà existe. La principale réussite de la Smart Cities Toulouse, c'est précisément d'avoir su bâtir les fondamentaux, c'est-à-dire en fait ce big data qui permet d'avoir toutes les données disponibles pour pouvoir maintenant construire des projets concrets. Les réussites de la Smart Cities Toulouse, c'est une capacité de R&D, une capacité d'ingénierie, une capacité d'innovation qui est assez aveuglante. Tous ces gens-là sont à la pointe de quelque chose et produisent sans arrêt du changement. De nouvelles façons de réfléchir, des nouveaux outils, des nouvelles technologies. Donc ça, je pense qu'on le sent bien. Mettre de l'intelligence technique dans la ville, c'est finalement assez simple. La principale difficulté va résider dans le fait de mettre de l'intelligence collective. Et derrière, comment on les met en œuvre. Et à ce titre-là, je pense qu'il y a quand même un gros travail de concertation et d'échange qui mérite d'être mis en avant. Les réussites de la Smart City Toulouse, c'est avant tout d'avoir posé le cadre d'une concertation publique-privée, d'avoir associé également un tissu de start-up, d'une nouvelle génération d'offres de solutions, et d'avoir posé le cadre d'une méthode de travail assez agile. Un autre succès majeur
facteur est de taille, c'est l'organisation d'événements. Je pense à l'événement de Smart City qui est organisé chaque année, Place du Capitole, Salle des Illustres, ou encore au forum Futurapolis, qui attire chaque année, à chaque nouvelle édition, de plus en plus de personnes. Les forums Smart City qui étaient présents laissaient la part belle aux citoyens. C'était des participations ouvertes. Cette association des prix des appels à projets citoyens, ça m'a semblé une vraie forme de réussite. Parmi les réussites de la démarche Smart City Toulouse, ce qu'on appelle le laboratoire des usages, qui est une modalité du renouvellement des formes de la démocratie locale, en quelque sorte. De tester des applications, de tester des services, en passant par la participation des habitants, permet de les impliquer dans la production des politiques publiques. Le laboratoire des usages, c'était une découverte. C'est au centre d'un dispositif où tout le monde a sa place et où on fait émerger le meilleur de chacun. Et finalement, on peut aller au-delà des objectifs. Je vais plutôt parler de ce que je connais, notamment du laboratoire des usages. Je trouve que sur ces dernières années, on est arrivé justement à faire travailler et d'acculturer les services techniques à des visions d'innovation ouverte et de co-conception avec les usagers. Alors les réussites de la Smart City Toulouse, pour moi, c'est d'avoir pu donner accès à des porteurs de projets, à des espaces d'expérimentation. D'abord l'accès à l'espace public et puis d'allier la puissance d'une collectivité à l'imagination des entrepreneurs et donc finalement d'accélérer des processus qui pourraient être très longs. Alors il y a une réussite de la Smart City Toulouse qu'on a vécue avec Atom de près, c'est le label French Tech. Ça a fait naître tout un écosystème et ça l'a développé fortement. On a grandi un peu comme avec un grand frère à nos côtés. On a pu travailler avec les services de la métropole, on a pu travailler avec les élus sur des questions de développement, sur des questions de recherche, sur des questions de collaboration. Je pense qu'une des réussites de la Smart City Toulouse, c'est l'énorme travail sur les mobilités urbaines. Maintenant et le tram, des quartiers qui ont été redessinés, les vélos, les trottinettes, tout ça, vont pouvoir vraiment être utilisés et le design de la ville a évolué dans ce sens. Je vis à Toulouse, je vais partout en vélo. J'ai remarqué un vrai effort de la ville pour mettre des pistes cyclables. Je me réjouis de ça. Tout le système de transport public marche mieux. Et l'un des succès que je vois sur ce sujet-là de la mobilité, avec notamment le projet Commute, où en fait plusieurs entreprises de la zone aéroportuaire de Toulouse-Blagnac ont mutualisé leurs différents plans de déplacement pour essayer d'agir de manière collective sur les transports. Une des réussites que je vois, c'est celle qui consiste à produire de l'hydroélectricité. Elle couvre ou elle produit les besoins de l'éclairage public de la ville. La ville pourrait être, pourquoi pas, à énergie positive. Et moi, ce que j'aime beaucoup, vraiment, c'est la ferme solaire de l'Oncopole. C'est toute la partie éclairage intelligent dans les rues où c'est installé. Moi, je trouve ça absolument génial. Là, on va dans le bon sens. Et moi, en tout cas, ça fait partie de mes valeurs et ce que je souhaite pour ma ville de demain. Selon moi, ce qui est important à changer dans la Smart City, ça serait le fait d'être plus clair sur l'objectif, en fait. C'est trop flou encore entre les objectifs de fond autour de la résilience, le bien-être pour les habitants et d'un autre côté, tout ce qui tourne autour de la technologie qui n'est pas censé être mis en avant, mais qui dans les faits l'est effectivement. La Smart City, de mon point de vue, ne doit pas être une stratégie. Le but, c'est la vision politique, c'est la vision sociale, c'est quelques valeurs fondamentales. Ensuite, on prend tous les axes d'un projet et on se demande dans quelle mesure ces projets sont des moyens pour atteindre ces valeurs. L'enjeu fondamental pour la Smart City, c'est de sortir la Smart City de l'aspect numérique. La technologie, elle est au service de ses utilisateurs, de ses usagers. Donc la principale victoire, c'est lorsqu'on retirera la Smart City de la délégation numérique pour la faire passer sur l'action principale du dirigeant. La démarche Smart City gagnerait aussi à se libérer du mot Smart City, qui l'enferme un peu trop dans un aspect tech. Moi, je pense qu'au fond, des solutions robustes sont plutôt low-tech. Revenons à des choses assez simples, économes en ressources, économes en énergie. Et je vois vraiment un parallèle entre la Smart City et l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui fait peur. Et c'est comme tout, en fait. Si on explique comment ça marche, les gens ne deviendront pas des experts en intelligence artificielle ou en Smart City, on s'en fout.
L'important, c'est qu'ils soient capables de comprendre, en fait, de prendre conscience du potentiel et des limites de la Smart City et peut-être être plus acteurs. Et donc, je crois que s'il y a un enjeu à ne pas oublier et peut-être à mettre au premier plan, c'est vraiment expliquer à tout un chacun ce que l'on va faire de ces données, quelles sont ces données, et ne pas faire comme on le fait trop souvent, cliquer sur accepter. Mais non, là, il faut bien qu'on ait, entre guillemets, un consentement éclairé des citoyens. Pour moi, ce qu'il faut changer, c'est l'approche de qu'est-ce que c'est que la donnée. Il y a des gros acteurs qui ont commencé à amasser des données, de plus en plus de données, et puis quand ils ont eu suffisamment de données, ils se sont rendus compte que ça avait de la valeur. On tombera assez rapidement dans les biais du marketing. Et l'approche Smart City, pour moi, il faut retourner le truc. C'est reconnaître la valeur des usages, puis créer les outils qui les exploitent de telle manière que ça sert à une politique publique. Là où Toulouse doit se placer de manière intelligente, c'est justement savoir utiliser cette donnée autour de valeurs. La collaboration, la solidarité, l'éco-responsabilité et l'éthique. Et ces valeurs-là, alliées à la data, feront l'enjeu de la Smart City de demain. The battlefields are going to be ecological sustainability, very related with air pollution, very related with mobility, everything related to climate change and the quality of environment, other things, very interesting. But the key is that the city doesn't kill us. Pour moi, un des thèmes importants dans les années à venir, ça sera la résilience, le fait d'améliorer la capacité des villes à résister au changement climatique et aux différentes crises à venir. Et je pense que ça, la Smart City, ça pourrait être un outil formidable dans ce sens-là. Placé au cœur de toutes nos priorités d'urgence climatique. Si on ne change pas de paradigme maintenant, et si les territoires, les villes, les métropoles ne le font pas, on va dans le mur. Le faire avec les citoyens. On est face à la grande transition, c'est-à-dire la transition socio-écologique. Et donc, il faut être très osé dans ce qu'on fait. Et pour le faire l'ensemble, il faut se donner des façons où on peut travailler en équivalence de manière démocratique et participative. Et la deuxième chose qu'il faudrait améliorer ou créer, c'est la notion de bien commun. Arriver à travailler sur des ressources ensemble, par exemple la gestion de l'eau, ça demande la participation des habitants, ça crée de la solidarité. La Smart City, ça va plus être seulement l'enjeu de l'acheminement de l'énergie, de l'écoquartier, etc. Ça va devenir tout l'enjeu, en fait, de la redistribution. Et quelque part, la Smart City va être challengée par un enjeu de résilience locale. Les communs sont un des seuls outils qui permet de relier le global et le local. L'enjeu fondamental, c'est de garder la sécurité du service public. Avoir SAMU et des pompiers, ça a autant d'importance que de disposer d'un réseau d'électricité très solide. On pourrait rajouter à ça d'assurer l'autonomie alimentaire, d'assurer l'accès aux soins essentiels. L'enjeu fondamental, c'est celui de la cohésion sociale. C'est de ne pas faire une ville à deux vitesses. Une ville dans laquelle les gens profiteraient de services, entre guillemets, premium, et à l'inverse, toute une autre partie de la population ne verrait même pas leurs besoins fondamentaux respectés, assouvis. Le risque, c'est d'un côté d'œuvrer vers une ville qui est apaisée, qui est au service de tous, qui facilite, à une ville qui va vers des risques insurrectionnels de gens qui n'y sont pas. La ville sera durable si effectivement on donne la possibilité à chacun d'y vivre bien, c'est-à-dire avoir des conditions de logement non seulement dignes, décente, mais confortable. La crise sanitaire, encore une fois, que nous traversons, fait s'interroger sur la structure même du logement, son rapport avec l'extérieur, comment on distribue dans un logement les différents espaces. On doit pouvoir apporter une solution à l'ensemble des publics, des catégories de population. Parce que je crois que le logement de demain, s'il est effectivement éminemment résilient, il pourra accompagner finalement les populations beaucoup mieux. Ne construisons pas non plus un modèle au détriment des plus précaires, des plus modestes. Il s'agit de fabriquer des mètres carrés interactionnels, des mètres carrés de bonheur. Et il y a vraiment des villes qui font ça. À Bilbao, où pour chaque nouvelle opération urbaine, il y a une règle d'urbanisme qui implique que vous allez créer au moins 50% d'espace public. Et dans cet espace public, vous allez vraiment faciliter les interactions. Le sujet sur lequel il faut renforcer le trait, c'est indéniablement tout ce qui est lié à la mobilité et aux nouvelles formes de mobilité.
Il y a bien sûr les transports en commun, mais il y a aussi toutes les nouvelles formes de mobilité autour de ce qu'on appelle les modes actifs, la marche à pied, le vélo, les trottinettes, dans une logique de proximité, c'est ça qui est important. Le problème numéro 1 qui se pose à nos villes aujourd'hui est un problème, à mon sens, d'engorgement, un problème de qualité de l'air. Les métropoles de province pouvaient se prévaloir par rapport à la région parisienne, une certaine qualité de vie. Si on n'y prend pas garde, on construira un petit enfer. Alors, s'il devait y avoir, à mon sens, un enjeu fondamental, ce serait que l'intérêt collectif dépasse les intérêts individuels. On le voit en termes de mobilité, quand on décide de créer des voies de vélo, eh ben forcément on va empiéter sur la route. Donc ça veut dire que c'est aux dépens des véhicules. Donc il va falloir à chaque fois faire des choix difficiles pour les intérêts individuels, mais ce sera au bénéfice du collectif. Mais au cœur de la Smart City, il y a un sujet qui peut rapprocher utilement les citoyens de la collectivité, c'est l'alimentation, la consommation locale, l'agriculture urbaine, pour pouvoir mettre des paysages comestibles dans les cités, dans les quartiers. Mettre vraiment dans la boucle les territoires ruraux. On a vu avec la crise du Covid-19 qu'on était extrêmement dépendants. Il est grand temps que les villes prennent part à cette autonomie alimentaire et puissent intégrer les acteurs pour réfléchir ensemble à comment rendre la ville autonome. Donc pour moi, ce qu'il faut améliorer, c'est l'accompagnement à la digitalisation des commerçants et des producteurs vers le consommateur toulousain sans casser le lien physique, je pense forcément à l'alimentaire, parce que c'est la condition sine qua non pour qu'on n'arrive pas à une alimentation trop homogène de la part de gros consortiums. L'enjeu fondamental pour l'avenir de la Smart City Toulouse, c'est favoriser l'économie locale. L'économie de proximité, c'est pas la petite économie, c'est une économie en fait qui amène de l'emploi, qui permet de réduire les coûts de transport, qui permet de valoriser les compétences locales. Donc aujourd'hui, cette démarche d'une ville inclusive, je la concrétise par rapport à ce que j'appelle donc la ville des proximités, de la ville des quarts d'heure. Quand le citoyen est au cœur et qu'on reconstruit son environnement pour qu'à moins d'un quart d'heure, en mobilité active, il retrouve un équilibre de ses fonctions sociales, là on est en train de parler des villes qui écologiquement ont une faible empreinte carbone, des villes qui économiquement aura développé de nouveaux services de proximité, donc des usages qui vont revitaliser la vie de proximité, et on va retrouver une inclusion sociale qui permet de donner une chance à chacun de nous tous. Donc je pense qu'on a besoin de cette polyvalence fonctionnelle pour une ville beaucoup plus apaisée. Il y a beaucoup de villes qui ont encore cette façon-là de fonctionner, qui est essentiellement centrée dans l'hypercentre et qui n'amène pas autant que ça la vie dans les différents quartiers, dans les différentes centralités, y compris périphériques. Et je pense que là-dessus, il y a encore des marges de manœuvre pour évoluer, pour faire en sorte que ce soit une ville beaucoup plus polycentrique au sens interactionnel. C'est pas uniquement au sens des fonctions classiques. Il y a matière à peut-être rediscuter un certain nombre de choses entre la métropole et les communes, par exemple dans la répartition des services. Est-ce que la métropole toulousaine doit s'arrêter ou est-ce que la Smart City doit se caler sur les frontières de la métropole? Non. Il est possible aussi qu'on ait besoin de penser à des laboratoires d'usage qui seraient centrés sur un quartier et qui répondraient à des problématiques de quartier, de vie de proximité, etc. Parce que ça permet d'impliquer les acteurs de la proximité. C'est la capacité à horizontaliser un certain nombre de rapports, qui est une intelligence collective qui se crée avec tous les contributeurs. Plutôt un rôle d'opérateur de consensus, de mise en commun de normes, etc. C'est pour moi d'abord ça, le rôle qu'on attend d'une ville, d'une métropole. Le point le plus important, de loin, c'est la capacité à développer ce qu'on appelle un jumeau numérique de la ville. Ce qui va permettre de servir de référentiel, simuler un futur possible d'une ville sur une question donnée de manière très concrète et opérationnelle. C'est vraiment s'appuyer sur un outil de pilotage qui soit partagé
qui utilise un label global sur la ville durable et innovante, qui permet d'évaluer chacune des démarches qui sont mises en œuvre et qui permettent de faire une sorte de reporting auprès de l'ensemble de la métropole et de ses citoyens. Et donc, tout faire un contrat de développement ensemble, mobiliser les entreprises, les startups, les citoyens pour trouver des solutions. On a la chance d'avoir à Toulouse les plus grands, les leaders mondiaux. Ça serait un crime, une faute de pas nous mobiliser, nous demander encore plus. Et il faut nous donner des espaces d'expérimentation qui sont des collaborations entre tous les acteurs du système et qui sont à l'extérieur de tous les règlements et fonctionnements qui nous figent d'être dans imaginer d'autres possibles. Une ville ouverte, c'est simplement une ville qui n'exclut pas. À chaque fois qu'on fait l'effort pour ouvrir et pour partager, que ce soit des données ou au travers simplement de l'association des citoyens, on aboutit généralement à des projets plus partagés dans leur définition et plus acceptés et plus au point, plus adaptés pour la vie de demain. Il faut aussi que derrière, il y ait un projet idéaliste dans lequel on puisse tous s'inscrire. Et je pense que tout ce qui va être engagement social, sociétal, environnemental sera beaucoup plus important que d'essayer de faire des trucs techno. Tous les dispositifs qui aideront à ça, moi je pense, pacifieront la ville et donneront en fait l'impression qu'on vit en paix. Eh bien, pour moi, idéalement, il n'y a pas de modèle de ville de demain. Si on ne prend pas en compte à la fois l'histoire, la sociologie, l'économie, le climat, etc., pour moi, il n'y a pas un modèle de ville de demain. Que certains grands groupes ont encore un petit peu en tête d'ailleurs, hein. Mais la Smart City d'aujourd'hui, eh bien, celle de Toulouse, il faut absolument qu'elle ne soit pas équivalente à celle de Bordeaux ou à celle de Montpellier ou à celle de Paris. Ce qui serait magnifique, c'est de pouvoir faire à la fois évoluer cette ville vers l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, tout en gardant l'âme de Toulouse avec des belles valeurs, la bienveillance, la solidarité, l'entraide. À quoi ressemblera la ville de demain ? Je dirais que c'est une ville où on va retrouver beaucoup de bienveillance, d'humanité, d'amour. Ces trois mots-là, c'est en fait totalement antinomique sur une ville où on analyse la data. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça c'est des sous-couches au service de l'écologie, au service des mobilités, au service des individus. Et retrouver en fait ce lien. Moi je dirais une ville douce, généreuse, accessible et économe. C'est-à-dire qu'on doit réussir à gommer les externalités négatives, le bruit, la pollution de l'air, l'idée de la surfréquentation de tel ou tel espace. Et il va falloir se débarrasser de la voiture telle qu'elle existe aujourd'hui. Les grandes villes vont couper de 50% le nombre de véhicules à l'intérieur de la ville. Donc, il faut vraiment trouver des alternatives en fait de mobilité. Et ces alternatives de mobilité, elles doivent être propres et elles doivent être faciles à prendre. Donc, c'est de la mobilité as a service, hein, comme on dit. Avant, le patron cherchait à comprendre pourquoi il aurait une valeur ajoutée à ce que son salarié travaille à distance. Les choses se sont inversées. Le salarié nous pose la question de la valeur ajoutée de venir au bureau. Ça change complètement les choses. Il faut connecter ces gens. Et puis, si on va plus loin, ça va jouer beaucoup sur la mobilité. Les gens vont moins bouger, pas aux mêmes horaires. Pourquoi la métropole n'organiserait pas ça aussi ? Pour que finalement on partage toutes ces données entre les entreprises et le territoire pour désengorger cette ville. Oui, on peut peut-être imaginer qu'on pourra travailler plus dans son pavillon et qu'à ce moment-là, on aura un taux d'usage de tout ce qui est bâti qui sera plus important qu'aujourd'hui. Et donc, on aura forcément des bilans carbone qui seront de meilleure qualité. Après, on risque aussi d'avoir, mais tant mieux, je dirais, de retrouver de la qualité à des formes urbaines dont aujourd'hui on considère qu'elles ne sont pas forcément les plus vertueuses. On pense à l'étalement pavillonnaire. Depuis une vingtaine d'années, on a remis en question ce qu'on appelle, en le disqualifiant d'ailleurs, l'étalement urbain. Ce qu'a montré la crise, c'est l'appétence pour cette urbanisation-là. Et alors là, ça suppose un enjeu important, c'est qu'on revoit la doxa de l'urbanisme. La ville de demain, c'est la grande ville. Mais la grande ville n'est pas forcément la ville surdensifiée. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formes qui sont envisageables. Et en même temps, une ville qui serait étalée ne serait pas non plus une solution du point de vue du développement durable. Donc il faut trouver une économie générale de la ville qui reste encore peut-être à inventer. La métropole évolue dans un environnement qui est son bassin d'emploi, qui dépasse
clairement son périmètre géographique. Il faut absolument que la métropole soit connectée avec tous les territoires limitrophes. Et il faut qu'il y ait péréquation entre les services qui seront offerts à l'ensemble de ces citoyens de la métropole. Parce que si on est en capacité de fournir un service en continuité, finalement on va réduire la notion de frontière entre différentes villes ou villages. On va réduire les tensions sur l'immobilier. Et je trouve que partir au large, si on a les services du centre, finalement, ça peut être une parmi tant d'autres opportunités. Et je pense que la métropole idéale, ça sera celle qui sera capable de se sortir de l'image d'une métropole qui va finalement vampiriser tout ce qu'il y a autour d'elle, mais qu'on arrive beaucoup plus avec une image d'une métropole qui va finalement être un infuseur à la fois de croissance, de bien-être. Puis on sait aussi qu'il y a une spécificité à Toulouse, c'est qu'on a plusieurs intercommunalités. Et sans nier les qualités des unes et des autres, c'est plus possible qu'on ait 3 structures intercommunales dans la 4e ou plus grande ville de France lorsqu'on a des tels enjeux à affronter, quoi. On doit pouvoir dépasser ça. S'il y a un cri du cœur que j'ai envie de lancer aux villes, c'est vraiment qu'elles aillent au-delà de leur centre, qu'on puisse avoir une logique dans laquelle on ne s'occupe pas que du top modèle. Cette tentation de toujours refaire encore la place du Capitole, la place de la cathédrale, ils sont déjà des endroits de beauté. Pour moi, le vrai enjeu, c'est d'injecter cette beauté partout. La ville de demain, elle doit être verte avec vraiment des artères de respiration végétale. Pourquoi pas mettre des jardins sur les toits des immeubles. Elle doit être ponctuée en fait de paysages comestibles, alors jardin ouvrier ou carrément espace de maraîchage professionnel. Avoir en fait des tiers-lieux un peu comme ça de vie qui soient au milieu à la fois de la végétation et de la production, mais qui rassemblent les citoyens au cœur d'espaces agréables à vivre. À Toulouse, il sera de plus en plus chaud. Pitié, mettons en place des espaces verts qui fassent que Toulouse, ce soit une ville qui continue d'être respirable sans que tout le monde installe sa climatisation. Travaillons cette notion de verdure parce que de tout ça va découler plein d'autres choses autour. Donc moi, c'est à ça que je suis plus attaché. Puis j'aime la terre et j'aime le vert. Cette ville de demain, on doit essayer le plus possible d'intégrer cette biodiversité. Donc c'est de la verdure, mais c'est aussi de la faune. Et je pense que tout simplement, pourquoi on a cet amour, et c'est de l'amour de la nature, c'est parce que c'est en nous. Un moyen de le faire ressortir de manière belle et harmonieuse, c'est d'inviter la nature dans nos villes. Le challenge, il n'est pas obligatoirement fonctionnel, il est vraiment dans la manière de voir la ville. Il est vraiment de réaliser qu'on fait partie de cette nature-là et qu'on est entremêlé avec le vivant. Maintenant, il y a des très très beaux projets, alors notamment le Living Building Challenge, qui est un label qui promeut des habitats régénératifs. C'est par exemple captation de l'eau, production énergétique, production de denrées alimentaires, autonomie. Regardez ce qui s'est passé, ce qui a été fait il y a 2000 ou 3000 ans dans les villes du Sud, dans les villes méditerranéennes. Changer les matériaux de construction, revenir peut-être à la terre crue par exemple, permet d'avoir des conditions de confort bien meilleures à l'intérieur, d'éviter la climatisation. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans les pays du Maghreb par exemple. La ville de demain, ce qui me vient à l'esprit, c'est une ville résiliente, où les choses sont en équilibre. On pense au présent, mais on pense aussi au futur. Et donc, on fait tout pour mettre le smart au service de la ville, pour qu'il y ait une société qui soit équitable, verte, durable. Idéalement, les territoires devront être plus sobres, plus résilients et plus inclusifs. Plus sobre par l'économie dans la consommation des ressources naturelles, des choix d'aménagement pour préserver la biodiversité, la lutte contre l'artificialisation des sols. Plus résilient, les villes devront renforcer la robustesse, l'adaptabilité de tous les systèmes et bien sûr l'inclusion. Donc l'accessibilité de la ville et des services est un enjeu majeur pour les territoires de demain. On rentre dans une crise de l'aéronautique, on ne sait pas comment elle va s'en sortir. Donc on ne peut pas rester attaché à des économies monofonctionnelles. C'est l'heure de la polyvalence, c'est l'heure de la relocalisation, c'est l'heure de la réindustrialisation de la ville, mais pour que l'intensité sociale soit synonyme de qualité de vie. À présent, je pense qu'on attend tous en tant qu'acteurs et puis en tant que citoyens aussi de libérer tout ça. Du coup, il y a un vrai changement de paradigme que doit avoir la métropole, non plus initiateur, mais facilitateur. Je laisse les clés de la maison,
en faisant confiance, avec des grandes règles, pour que tous les acteurs puissent s'engager. De donner aussi peut-être plus de liberté aux acteurs qui sont en train de réinventer la ville. Je pense à plein de collectifs ou d'associations ou même d'entreprises qui sont pleines de bonne volonté, même de citoyens. Donc de leur laisser plus le champ libre et que les process soient simplifiés, permettant à ces gens qui ont envie de créer. Pour moi, la Smart City, c'est d'abord s'appuyer sur les intelligences des hommes et des femmes. On arrive à trouver de la complémentarité entre les différentes personnes qui sont au niveau d'un quartier, par exemple, et on arrive à recréer des espèces de villages, mais en tout cas de quartiers où on travaille, où on habite, où on cohabite, on échange, on produit. La ville de demain, c'est une ville ancrée sur le local, ancrée sur les solidarités et la production locale. À mon sens, dans cette ville de demain, les tiers-lieux, dans leurs composantes à rassembler différentes catégories d'usagers, de rassembler à la fois institutions, citoyens et entreprises, peuvent être demain de véritables fabriques de territoire. Et je pense que la ville de demain le permettra certainement, ce que j'appelle l'autonomisation des habitants, c'est-à-dire que ils seront davantage en capacité à pouvoir intervenir dans l'espace public pour gérer les affaires qui les concernent, par exemple à travers les budgets participatifs. Ce qui va apparaître, c'est le mot partage, je pense. Il y a un souci aujourd'hui de nos concitoyens de vivre finalement en collectivité qui vraiment interagit, quoi. C'est ça. C'est pas chacun dans son appartement. Ça, on a vécu que c'était pas du tout la bonne solution. Et donc, la bonne solution, c'est de se retrouver. Il faut absolument relier le citoyen. Les problèmes qu'on a eus avec les Gilets jaunes sont assez symptomatiques du fait que les citoyens veulent plus échanger entre eux, de se sentir appartenir à une communauté et de se rassembler autour d'un message, autour d'un débat et de progresser finalement tous ensemble. Je pense que la ville de demain doit être capable de créer, non pas de la distanciation sociale, mais de l'intensité sociale. Et l'intensité sociale, on ne peut pas la donner à quelques privilégiés. Il faut qu'elle soit partout dans la ville, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les immigrés. Il faut qu'elle soit ouverte à tous. Dès lors qu'on parle d'une ville, il faut une ambition, il faut un idéal, il faut quelque chose qui nous tire, il faut qu'on ait un projet collectif, etc. Mais moi, je pense qu'il y a une place pour décrire et pour proposer un projet qui soit empreint d'humilité. Parce qu'on aurait l'impression de ne pas être exclu de quelque chose. Et cette humilité-là, à mon avis, ça, c'est la vraie modernité. Et donc, en fait, juste mettre ça en valeur, je pense que ça serait de nature à conduire un changement pour embarquer tout le monde dans une nouvelle ville. Tout ce qui va être prétentieux perdra du monde.